Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et c'est parti pour 2 heures d'émission avec en cette première heure Catherine Ney. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Grande voix d'Europe 1, éditorialiste politique. Bonsoir Philippe Carsanti. Bonsoir. Vous êtes porte-parole pro-Trump des Republicans in France. D'ailleurs, vous êtes habillé de la même façon que Donald Trump. Cravate rouge, chemise blanche, costume bleu, tout va bien. Et on attend d'un instant à l'autre Gérard Carrérou, grande voix d'Europe 1, spécialiste des États-Unis. D'abord, votre première réaction, est-ce que ça vous a étonné, Philippe Carsanti, que Trump gagne aussi vite et aussi nettement? Alors non, d'abord parce que j'ai suivi la campagne depuis le début et que dès que j'ai vu que Kamala Harris avait été nommée, j'ai considéré qu'il n'y avait aucune chance qu'elle gagne. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas les capacités, parce qu'on a pu voir que Joe Biden, elle lui a été imposée par Bernie Sanders en 2020 parce que Bernie Sanders lui a dit « Je te soutiens, Joe Biden, si tu me prends une femme et une femme de couleur. » Bernie Sanders c'est l'extrême gauche. C'est le socialiste américain. C'est l'extrême gauche woke américaine. Et donc, il lui a imposé ce qu'on appelle DEI, c'est-à-dire diversité, égalité, inclusion. Donc, vraiment le pire du wokisme. Il lui a imposé. Dès que Joe Biden a vu la qualité de sa vice-présidente, il l'a mise de côté. Et à la fin de la campagne, qui est quelque chose d'assez amusant, c'est que quand Joe Biden a été écarté de la campagne, il a senti une grande frustration. Et hier, Jill Biden a fait un message assez clair quand elle est allée voter. Elle est allée voter en tenue rouge vif, exactement la couleur du Parti républicain. Donc, les divisions au sein du Parti démocrate sont apparues clairement. Joe Biden ne voulait pas que Kamala Harris lui succède. Et objectivement, je pense que c'est mieux pour les États-Unis et c'est mieux pour le monde. Je voudrais qu'on écoute quand même Donald Trump qui prend acte de sa victoire et qui remercie les électeurs d'avoir voté pour lui. C'était assez tôt ce matin du côté de la Floride, dans son fief de Mar-a-Lago à Palm Beach. Nous n'avons jamais vu une telle victoire. Je veux remercier le peuple américain pour l'honneur qu'ils m'ont donné d'être élu le 47e et le 45e président. Cette victoire est magnifique. Elle est pour le peuple américain. Elle va nous permettre de rendre sa grandeur à l'Amérique. Voilà. Puis il y a eu ce passage aussi où il dit Look what we've done. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'il n'y croit pas lui-même. Il est totalement. Et alors, il est fatigué aussi après de multiples meetings. Catherine Ney. Oui, moi surtout ce qui m'a étonné, c'est qu'il venait de voter avec sa femme et on a vu tout d'un coup un homme fatigué qui avait changé de tête. Je trouvais qu'il avait les yeux qui avaient rétréci sous sa casquette. Il avait enchaîné les meetings. Hein. Oui, il avait enchaîné les meetings. Et puis 3 heures plus tard, quand il a su, enfin à 3 heures du matin, heure américaine, quand il a su qu'il était élu, alors évidemment, c'était un lifting formidable, une victoire, mais tout d'un coup, il avait retrouvé une pêche incroyable et il a parlé pendant 1 heure, pratiquement. C'était sans notes, sans rien, féliciter tout le monde. Et c'était un ton modéré, moins triomphant, je dirais pas humble, parce que c'est pas le genre de la maison. Mais voilà, donc où il laissait tout ouvert, il n'était pas trop menaçant. Enfin, on ne sait pas d'ailleurs ce qu'il va faire. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, vous voyez, c'est peut-être une leçon politique. D'abord, en politique, moi, je crois que avant même l'intelligence et les concepts et une politique, ce qui compte chez un homme politique, c'est l'énergie. Et l'énergie avec lesquelles vous vous battez, avec lesquelles vous entraînez quelqu'un. Et si vous ne l'avez pas, je veux dire, tous les gens qui ont fait une carrière, y compris en France, ont des gens qui sont un peu hors normes. Bon, mais là, lui, il l'avait. Et alors qu'on voit, il joue au golf, je crois qu'il ne doit pas, mais il mange une nourriture américaine. Mais il est incroyable, c'est un bison. Il voit pas. Il le dit d'ailleurs, on parlait juste avant de faire cette émission du film qui est en ce moment au cinéma qui s'appelle The Apprentice et il explique à Ivana Trump dans le film, il dit je ne bois pas parce que je n'aime pas tout ce qui me retarde, tout ce qui me slow down, tout ce qui retarde mes mouvements. Mais c'est un film aussi sur l'opiniâtreté, la détermination de... Si je peux me permettre juste d'ajouter quelque chose de compléter. Vous avez dit qu'en France, tous les hommes politiques qui sont arrivés à un haut niveau avaient beaucoup d'énergie, à une exception près. Le précédent, François Hollande. Oui, mais François Hollande, d'abord, il faut de l'énergie et montrer à un pays
qu'on le désire depuis longtemps. Ça a été le cas pour Sarkozy, ça a été le cas pour Chirac, ça a été le cas pour Mitterrand. François Hollande, puisque vous me suggérez de parler de lui, il est arrivé parce que celui qui était désiré par la gauche a raté à New York. Non, mais c'était juste une boutade. Et donc, il est passé par un trou de souris et voilà, il n'a même pas pu se représenter. Donc c'est pas. Mais il a de la vitalité. Oui. Il faut relire Rien ne se passe comme prévu sur l'élection de François Hollande, excellent livre de Laurent Binet. Oui, pardon. Le film The Apprentice nous apprend beaucoup sur vraiment qui est Donald Trump. On voit cet homme qui grandit auprès de Roy Cohn, qui est vraiment son mentor. Et on peut voir qu'au début, c'est un gentil garçon qui apprend à devenir méchant. Et une des choses il est arrivé quand même. Il est arrivé et il est vraiment méchant. Et c'est ce qui va nous rendre service parce que, encore une fois, face à nos adversaires, vous savez, quand il y a eu cette élection, il y avait des gens qui souhaitaient ardemment la victoire de Kamala Harris. Alors, on peut dire en France, c'était LFI, l'Humanité, Le Monde, le service public français. Voilà, ça c'est pour ça, effectivement. Et du côté des très méchants, c'est l'Iran, c'est la Chine, c'est la Turquie, les Mollahs, enfin, tous ces gens-là qui sont nos adversaires. Donc, moi, je suis ravi que celui qui représente le monde libre soit à la tête du monde libre. Oui, moi, ce qui me fait peur, c'est ses liens avec Elon Musk, dont il a vanté le génie et ce qu'il est absolument. Mais je trouve que c'est un homme, pour moi, c'est quelqu'un d'un peu satanique. Enfin, je le vois comme ça. Ça y est, vous le présentez comme le diable, comme nos amis du service public. Alors, je comprends. Je veux dire, c'est quelqu'un qui me laisse intranquille. Voilà, je pense que c'est un génie. Mais quand je pense que là, le président veut le nommer au gouvernement pour s'occuper... ça n'est pas possible. Ça ne sera pas possible parce que comme il dirige des entreprises... Comme il dirige des entreprises qui sont en rapport avec l'État, il ne pourra pas le faire, sinon il sera obligé d'abandonner tous ses entreprises. En tous les cas... Mais vous n'avez pas appris aux États-Unis l'art du teasing. Et là, il y a une publicité qui va arriver. Ce qu'on appelle une respiration publicitaire. Les respirations publicitaires sont là pour vous réserver un petit peu... Voilà, faut dire à nos auditeurs que vous allez répondre, mais dans un instant, à Catherine Ney et également à cette, une invective de François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui dit la victoire de Donald Trump augmente les risques pour l'économie mondiale. On va voir ce que vous en pensez dans un instant sur Europe 1 tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et au dernier décompte, Donald Trump engrange 291 grands électeurs face à 223 pour Kamala Harris, qui, je vous le rappelle, va s'exprimer vers 22h, heure française. Bonsoir à Gérard Carrérou, qui nous a rejoint. Merci d'être là juste avant la pause publicitaire. Catherine Ney posait la question de l'éventualité d'Elon Musk au gouvernement, Philippe Kersanti. Alors, parce que le président, c'est ce qu'a dit Trump, président Trump hier. Oui, alors déjà, il faut savoir que Elon Musk, n'étant pas né aux États-Unis, ne pourra jamais être candidat à la présidence, ce que j'ai entendu parfois sur certains plateaux, ce qui n'avait pas de sens, mais ce qui n'a pas été dit ici. Je pense ça a été dit ici, mais vous le redites dans votre voix, c'est parfait. Non, je ne sais pas. Oui. En tout cas, et pour ce qui concerne le rôle au gouvernement, il faut comprendre que le nombre d'entreprises qu'il a qui dépendent de contrats avec l'État fait qu'il y aurait un vrai conflit d'intérêts pour lui s'il rentrait vraiment dans l'administration américaine. Donc je ne pense pas. Mais ce qui est très important et je pense qu'Elon Musk est un point capital de la campagne de Trump. Parce que par l'association d'images. C'est-à-dire que si vous voyez par exemple Elon Musk, qui est vraiment le plus grand entrepreneur, je dirais peut-être des 50 ou des 100 dernières années, avec tous les champs d'industrie et d'économie qu'il couvre, son innovation, il a apporté cette image à Trump qui était, c'est vrai, un petit peu vieux par rapport à Kamala Harris. De l'autre côté, vous voyez, Kamala Harris, elle s'est associée avec Vous pouvez pas vous empêcher de sourire quand vous parlez de Kamala Harris. Parce que j'invite vraiment vos auditeurs, quand ils auront fini cette émission, d'écouter un tout petit peu de Kamala Harris en anglais pour comprendre de qui on parle. Et si vous voyez le vice-président qu'elle a choisi, Tim Walz, c'est quand même impressionnant de faiblesse en termes de personnel politique. Vous savez, Barack Obama, il a pris Joe Biden, qui était inférieur à lui, en disant « je veux quelqu'un qui ne me fasse pas d'ombre ». Joe Biden, il a pris Kamala en disant « je veux quelqu'un qui ne me fasse pas d'ombre ». Et Kamala, elle a pris Tim Walz pour prendre quelqu'un qui ne fasse pas d'ombre. Il faut comprendre qu'on est vraiment en train de réduire... C'est la stratégie de l'escalier là que vous nous dites. Bah oui, mais en descendant, c'est ça qui est dommage. Ça, oui. Alors que de l'autre côté, Donald Trump, il a fait cette association avec aussi Tulsi Gabbard et le jeune Kennedy, enfin le fils Kennedy, mais surtout Elon Musk lui apporte
je dirais, un côté inventif incroyable. Alors vous parlez de Kamala Harris et de ses faiblesses. Il y en a une que certains observateurs, notamment américains, ont relevé, c'est qu'elle rigolait beaucoup. Alors voilà un peu ce que ça a donné la campagne de Kamala Harris. Bon, alors, ça vous donne une idée. Donald Trump, on le voit rarement rire ou sourire. Hein. Non, il sourit, mais j'ai une de mes formules préférées pour Kamala Harris, pour que les gens comprennent, encore une fois pour les Français, je leur dis, c'est un mix de Anne Hidalgo avec ses ricanements et de Sandrine Rousseau au niveau des compétences économiques. Donc, ça nous en dit long. Gérard Carrérou, comment est-ce que... Alors, vous avez été ce matin à 8h10 de Potron-Minet, où nous avions déjà la victoire de Donald Trump. Vous êtes ensuite été chez Pascal Praud, également, puisque c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Et vous revoici ce soir, et je vous remercie d'être là. Vous n'avez pas changé d'avis. On est à 291. Oui. Ce que vous disiez ce matin, mais ce qui se confirme, Gérard, c'est que... D'abord, c'est sans précédent. Ce comeback, ça n'était, je crois, jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis. Une fois, il y a très longtemps, et c'était une histoire compliquée, mais c'était pas ça n'avait pas le sens qu'a cette histoire, parce que cette histoire a du sens. Et puis surtout, c'est un raz-de-marée. C'est un raz-de-marée, et surtout, ça montre quelque... Écoutez, je ne veux pas refaire non plus l'histoire mais si, laissez-vous ancienne. aller. Non, parce que Catherine, mais en 2014, j'ai suivi la campagne où Trump s'est présenté aux primaires pour être... Et il avait 22 adversaires à l'époque. Il les a éliminés l'un après l'autre parce qu'il avait à la fois son charisme, cette force, et puis ses propositions qui étaient un petit peu en dehors de ce que présentaient à l'époque les Républicains. Après avoir fait ça, il a été élu président. Il a présidé pendant 4 ans. Que je sache, il n'a tué personne. Que je sache, il n'a déclaré de guerre nulle part. Il a été plutôt quelqu'un qui a essayé de trouver des compromis. Il a été jugé dans des affaires. Des compromis. Non, alors, j'ai pas parlé des affaires. Les affaires, c'est une chose. Bon, qu'il soit jugé, c'est normal. C'est la démocratie. On verra. Et là, il aura peut-être une forme d'immunité. Mais un jour ou l'autre, peut-être, il aura à faire face. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est pourquoi Trump? Pourquoi ce monsieur? Certains diront, ce butor qui méprise les femmes, tout ce qu'on peut dire sur lui, et pour certaines des critiques, je les partage, pour d'autres pas. Mais cet homme peut-il apporter quelque chose à l'Amérique? Oui, parce que le peuple américain, c'est pas une petite majorité, 3 voix ou 12 voix ou 4000 voix, c'est une énorme majorité du peuple qui s'est prononcé. Quand le peuple se prononce, il faut se demander pourquoi. Et cette fois sans fraude, Gérard. Et sans fraude. Et le peuple américain s'est prononcé pour Trump parce il n'y avait pas d'adversaire crédible. Madame, on va pas tirer sur l'ambulance de Madame Kamala Harris, mais la pauvre est arrivée au dernier moment, elle n'a même pas eu le temps de dire 3 mots. Et elle n'en avait pas dit non plus pendant la mandature de Biden, qu'il ne l'a pas laissé dire, comme l'a dit Philippe Carpentier. Elle avait un rire qui ressemblait ça on l'a entendu, quelque chose. Mais moi, je ne veux pas commenter le rire de Kamala Harris, la pauvre. Tu as dit ce matin qu'elle avait un joli sourire. Oui, en tout cas, peu importe. Le problème, c'est pourquoi Trump a été élu, parce que les Américains en avaient marre d'un certain nombre de choses. C'est ce que vous avez dit ce matin, et vous aviez cité cet exemple où on était au fin fond du Kansas ou de l'Arizona et qu'il y avait des routes à perte de vue et qu'il y avait tout d'un coup une maison et que là on comprenait, vous disiez Gérard Carrérou, que certains Américains soient armés parce que à un moment donné, mais bien sûr, mais attendez, il peut tout arriver. Faut pas. La pire des bêtises, c'est de comparer l'Amérique, qui est un immense pays que je connais bien, à la France, qui est un magnifique pays que j'aime beaucoup. J'aime les deux, c'est pas le même. Et essayer de plaquer des choses. En Amérique, effectivement, c'est pas scandaleux quand on habite dans un coin perdu, dans un de ces États immenses, et qu'on est avec sa famille, avec des enfants, et que tout d'un coup on voit des rôdeurs qui arrivent. C'est pas scandaleux d'avoir un flingue et de dire attention, et de dire monsieur, attendez, keep out, sinon éventuellement je vous tire dessus. Moi ça me choque pas. Alors évidemment je suis pas dans ces intellectuels de gauche qui vont aller chercher pourquoi. Bon. Mais donc l'Amérique c'est ça. Il faut comprendre l'Amérique. Oui. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi que ce pays avait
une classe moyenne formidable. Moi, je connais l'Amérique depuis 60 ans. Depuis les années des années 60, les années de Martin Luther King et ça. J'ai connu l'Amérique à ce moment-là. Cette Amérique a fait des progrès considérables. Mais il y a aujourd'hui, l'industrie américaine a été peu à peu éliminée d'un certain nombre d'États qui aujourd'hui ont tous voté pour Trump, et l'Amérique n'a pas encore retrouvé, même si elle reste le premier pays du monde, elle n'a pas retrouvé encore sa force économique, et c'est ce qu'a promis Trump. Et tous ces pauvres... Moi, j'ai été l'été dernier, je suis peut-être le seul autour de la table à avoir été avec un caddie dans un supermarché américain et de m'être dit, mais c'est pas possible, l'année dernière ça coûtait $200 et aujourd'hui c'est 350. C'est ça, et les gens aujourd'hui... Et c'est ça le vote de Trump. Ouais. Et c'est ça, et l'idée que le pays serait envahi en même temps, parce que c'est vrai que la frontière, quand on va au sud, dans les États du Sud, et qu'on voit effectivement des milliers de migrants, les pauvres migrants, mais les milliers de migrants, c'est comme on dit en France, on peut pas accueillir Michel, que j'aimais beaucoup, Michel Rocard, on peut pas accueillir toute la misère du monde. L'Amérique d'aujourd'hui peut pas accueillir toute la misère du sphère de l'Amérique du Sud et centrale. Gérard Carrérou, Catherine, Philippe Carsanti sont là pour commenter cette victoire de Donald Trump à 292 grands électeurs contre 226 au dernier décompte des chaînes américaines. On va revenir dans un instant parce que vous avez effleuré la question et Catherine Ney avait aussi ce questionnement tout à l'heure. C'est sur la question des femmes. C'est très important aussi. Quelle est la perception de Donald Trump sur les femmes? Et puis, on reviendra aussi sur les relations entre la France et l'Amérique. Ce coup de fil entre Emmanuel Macron et Donald Trump qui a eu lieu à 18h, qui a duré 25 minutes. On va en parler, tout ça dans un instant. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Voilà, c'est sur tous les bandeaux des chaînes de télé américaines. Harris calls Trump to concede presidential race. Voilà, c'est Kamala Harris qui a appelé Donald Trump pour le féliciter de sa victoire et qui, avec cet appel évidemment, reconnaît sa défaite. Catherine, vous aviez une question pour Philippe Carsanti autour des femmes. Oui, moi je me posais une question. Alors c'est vrai que Madame Kamala Harris n'était pas tout à fait préparée, qu'elle est arrivée comme ça au dernier moment. Mais 4 ans plus tôt, Madame Clinton, qui elle était préparée et qui est une femme qui connaissait le métier, elle n'a pas été élue aussi, elle aussi. Alors est-ce que vous diriez qu'il y a peut-être un plafond de verre aux États-Unis, une réticence à avoir une femme présidente? Alors non, comme il peut y avoir dans d'autres pays. Je ne le pense pas parce que Kamala Harris a eu moins de voix que Donald Trump, mais en 2016, Hillary Clinton a eu 3 millions de voix de plus que Donald Trump. Donald Trump n'a gagné que par le jeu des grands électeurs. Ça, c'est le premier point. Maintenant, si je voulais être un tout petit peu taquin, je vous parlerai du wokisme et je vous dirais que maintenant aux États-Unis, on ne sait plus ce qui est un homme et ce qui est une femme. Puisque maintenant, vous avez des hommes qui se déguisent en femmes et qui vont nager dans les compétitions de femmes. Vous avez par exemple dans l'État du Minnesota, qui est l'État dont est gouverneur Tim Walz, le colistier de Kamala Harris. Il a fait en sorte que dans son État, on installe dans les toilettes publiques des serviettes hygiéniques dans les toilettes des garçons, pour que les filles qui se sentent garçons puissent aller dans les toilettes des garçons. Il a aussi fait de son État... Des urinoirs, j'espère, dans les toilettes de femmes, parce que au cas où des hommes voudraient se sentir femmes. C'est une bonne idée. Mais il a aussi fait en sorte que son État soit un État refuge pour les enfants qui voudraient faire une transition sexuelle. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes un enfant dans un autre État, vous dites, tiens, moi, mes parents, ils veulent pas que je change de sexe, mais moi, j'ai envie de changer de sexe. Vous partez dans le Minnesota, vous êtes protégé, et c'est l'État qui paye. Il y a un humoriste américain qui a dit quelque chose là-dessus, quelqu'un qui est pourtant assez à gauche, qui s'appelle Bill Maher, qui a dit un truc très drôle. Il a dit, écoutez, moi je pense que c'est une erreur de faire des transitions sexuelles si jeunes, parce que moi quand j'étais jeune, je voulais être pirate. Et je suis ravi que mes parents m'aient pas crevé un œil et coupé la main. Voilà. Mais voilà, comme ça au moins c'est fait sur le trait de l'humour. Que penser de la relation entre Emmanuel Macron et Donald Trump? Il a été pratiquement un des premiers à envoyer des félicitations à Donald Trump ce matin. Le premier. Il a été le premier. Il a également, dans un tweet un peu alambiqué, disant que en même temps on construisait une grande Europe, qu'il allait appeler Olaf Scholz pour cela. Il y a d'ailleurs ce sommet à Budapest dans lequel les deux hommes vont se retrouver. Alors je pose la question parce que le 8 janvier
2024, Donald Trump était en meeting et il racontait cette histoire avec Emmanuel Macron. Il dit, voilà, la France comptait prélever 25% sur les entreprises américaines qui feraient des affaires en France. J'ai dit non, ils vont pas faire ça. J'ai confié le dossier à mes collaborateurs. 2 mois plus tard, ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas conclure d'accord. Alors j'ai dit que j'allais conclure cet accord et j'ai appelé le président français. Emmanuel Macron, c'est un type très sympa. Macron est vraiment très sympa. Et j'ai dit, Emmanuel, comment ça va? Il a dit très bien. J'ai dit, j'ai entendu dire que vous alliez imposer une taxe de 25% aux entreprises américaines pour qu'elles fassent des affaires au Mexique. Qui d'autre le fait? Eh bien, personne pour l'instant, mais il y en aura d'autres. J'ai dit non, vous allez pas faire ça, Emmanuel. Il m'a dit non, Donald, mais c'est déjà passé. Et j'ai dit non, vous feriez mieux d'annuler parce que si vous ne l'annulez pas, vous allez payer les droits de douane de 100% sur tous les vins et tous les champagnes expédiés aux États-Unis à partir de ce soir. Écoutez la suite par Donald Trump lui-même. J'ai pas besoin de traduire. No, you cannot do that, Donald. You cannot do that. Voilà, vous pouvez pas le faire, Donald. Et l'histoire, and that's it. End of the story. Là, ce qu'on vient de voir, c'est les stratégies de négociation de Donald Trump. On voit très bien qu'il sait qu'il a la puissance avec lui. Et c'est cela qu'on aime, c'est la puissance par la paix par la puissance. Et c'est ce qu'on n'a pas eu pendant les 4 ans de Joe Biden, et c'est ce qu'on n'avait pas non plus pendant les 4 ans de Barack Obama. Barack Obama a laissé la Crimée se faire envahir par la Russie. Il s'est rien passé. Personne n'a bougé. Des petites sanctions. Quand Poutine a vu que Trump est arrivé, il n'a strictement rien fait. Et tout ça, c'est pour complètement ridiculiser les documentaires récemment qui sont sortis pour dire que Donald Trump est une marionnette de Poutine. Mais on va revenir là-dessus, mais juste sur l'économie mondiale. Quand Villeroy de Galhau, le patron de la Banque de France, dit ça va être tragique, augmente la victoire de Donald Trump augmente les risques pour l'économie mondiale. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors j'ai envie de lui demander, est-ce qu'aujourd'hui la France est en mesure, compte tenu de sa situation financière, de donner des avis ou des conseils à qui que ce soit sur la gestion des finances mondiales? Je pense que ce n'est pas le cas. Vraiment, il y a un moment donné, vous savez, c'est comme quand j'entends Bruno Le Maire. La dette des Américains est colossale. Le déficit est à peu près semblable au nôtre. La seule différence qu'il y a, et c'est Agnès Verdier-Molinier qui l'expliquait très bien sur l'antenne d'Europe 1, c'est que les fonds d'investissement, la dette, elle est chez eux. Elle est aux États-Unis. Tandis que chez nous, la dette, elle est étrangère puisque c'est justement souvent des fonds d'investissement américains. Oui, mais c'est notre problème. Pourquoi on n'a pas de fonds d'investissement locaux? Pourquoi on garde cette retraite? Pourquoi on ne fait pas de retraite par capitalisation? Ce qui serait quand même un pas en avant vers une modernisation de l'économie. Donc, c'est pas le même modèle économique ni politique. D'accord, mais on peut changer, on peut évoluer. Ah bah oui, on peut toujours évoluer. On peut aussi supprimer la sécurité sociale et avoir des sécurités privées. Sans faire une sécurité. Non, mais simplement sur les fonds de retraite, on voit bien que on a plus de retraites aux États-Unis grâce à la capitalisation que par le système de répartition. Gérard Carreau. Moi, je crois qu'une chose que Macron ne comprendra jamais vis-à-vis de l'Amérique, et j'ai entendu son message, très bien qu'il ait fait ce message, il faut bien faire un message sympathique. Il comprend pas que la réélection de Trump, c'est le patriotisme américain. Le patriotisme américain. America Great Again, c'est le patriotisme américain. C'est pas le patriotisme européen. Ça n'existe pas, le patriotisme européen. On peut être européen. Moi, je l'ai été longtemps dans ma vie. Maintenant, je suis plus mesuré, mais souhaiter plus d'Europe, de mesures, de choses. Mais le patriotisme, c'est national. C'est le sursaut d'un pays en danger. Donc, dans le tweet, il aurait dû parler d'abord de la France avant de parler de l'Europe. Oui, c'est ça que vous dites. Il faut parler de la France comme il faut parler de l'Amérique. Et Trump a compris ça. Les Américains aujourd'hui, pourquoi y a-t-il là? Il y a eu effectivement une sorte de conjonction. J'étais surpris, moi le premier, de voir les Noirs, on voyait bien qu'il y avait une évolution. Aujourd'hui, qu'un Noir sur 4 à peu près votait pour Trump, que dans la communauté hispanique, c'est plus encore, que les anciens venus de pays du Sud aujourd'hui votent Trump. Parce qu'ils ne veulent pas de l'immigration qui vient des pays... Catherine, toi qui es attachée, bien sûr, à juste titre, aux femmes, les femmes américaines, on a dit, avec l'histoire de l'avortement, etc., Trump. Non, l'Amérique, le drapeau américain. Moi, quand je vois un pays qui met son drapeau en avant, je suis content. J'aimerais que la France essaye de faire que le sursaut français, peut-être avec Barnier ou d'autres, j'en sais rien, mais que le sursaut français soit à l'image de ce sursaut patriotique américain.
Philippe Kersenti? Je partage tout à fait votre avis. Vous savez, moi, récemment, sur un plateau de télévision, je disais, après MAGA, je voudrais qu'on fasse méga. Make Europe Great Again. Et on pourrait faire Make Europe 1 Great Again, si vous voulez. Mais on est en train de le faire. c'est ce que vous êtes en train de le faire. Ça marche assez bien. C'est ce que je vois absolument. Grâce à toutes les équipes d'Europe 1. C'est ça qui est exceptionnel. Voilà. C'est ça qui est exceptionnel. Mais ce que je voulais revenir sur l'Europe, on a une puissance économique groupée qui nous permettrait de rivaliser avec certains. Sauf que par exemple, quand on regarde sur l'armement, par exemple, les Polonais vont s'armer aux États-Unis. Tout le monde regarde. Comment est-ce que vous le comprenez, ça? Parce qu'en fait, on n'a pas de crédibilité. Et puis c'est sûr qu'à 27, c'est très difficile d'avoir une union, une coordination. Donc après, c'est l'OTAN aussi, c'est-à-dire qu'il y a la protection de l'OTAN. Oui, mais d'un autre côté, n'oubliez pas que les Polonais se disent on va être défendus par les Américains si jamais les Russes nous attaquent, peut-être pas forcément par les Français. Absolument, mais les anciens pays communistes ont quand même un grand traumatisme que ne comprennent pas nos pays. Nous, la France, nous, l'Espagne, nous, l'Italie, nous ne comprenons pas leur traumatisme de l'invasion. Philippe Kersenti, Catherine, pardonnez-moi, et Gérard Kerriot. Après, vous savez, c'est open ici, Europe 1 Soir, c'est une grande famille. Si vous voulez rester en deuxième heure, vous pouvez. Je ne vire personne. Vont nous rejoindre Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Louis Ozelter du Figaro, Georges Fenech. Mais vous, vous faites ce que vous voulez, Catherine. Non, mais je veux pas. Mais vous êtes chez vous ici. Mais bien sûr, mais je me sens tout à fait. Mais je me sens tout à fait chez moi. Dans un instant, le journal de 20h sur Europe 1, tout de suite.